Notre histoire nous conduit à la capitale mexicaine, Mexico City. Le 16 avril 2024, la tranquillité d'une résidence de Iztacalco, une division de la capitale mexicaine, est bouleversée. Une agitation est perçue par le voisinage, dans l'appartement d'une mère célibataire. Des cris ainsi que des insultes attirent bientôt quelques courageux vers le domicile de Cassandra Yashkara. La femme de 38 ans réside ici avec sa fille de 17 ans, Maria José Castillo Calles. Cassandra a aussi une autre fille, Maria Fernanda, mais on ne sait pas si cette dernière vit ici. La porte de l'appartement de Cassandra est grande ouverte. Subitement, on voit un individu sortir de l'habitation. Son attitude est troublante, mais également son apparence. Ses vêtements comportent de multiples taches rouges significatives. Constatant qu'il est repéré, il s'enfuit immédiatement. Alors que certains résidents se lancent à sa poursuite, d'autres font les premières constatations chez Cassandra. Une mare de sang face à la porte laisse peu de place au doute. Quelque chose de grave s'est déroulé dans l'appartement. Maria Fernanda, l'une des filles de Cassandra, pénètre dans les lieux. On ne sait pas si elle se trouvait dans les parages au moment de l'agitation ou si elle a été contactée. Maria Fernanda avance avec prudence. Alors qu'elle atteint le salon, elle tombe sur sa mère. Cassandra est sévèrement blessée et elle a perdu beaucoup de sang. Cassandra est conduite en urgence à l'hôpital. Elle a des blessures graves au cou, faisant que son pronostic vital est engagé. Son état est critique au point que ses proches imaginent le pire. Après avoir perdu Maria José, ils ont peur de vivre la même chose avec Cassandra. En parallèle, la famille des deux femmes ouvre une cagnotte GoFundMe pour couvrir les divers frais à venir. Entre-temps, le mystérieux intrus a été retrouvé. Il a trouvé refuge dans un appartement de la résidence. Les voisins se mobilisent afin de bloquer toutes les issues possibles. La police a entre-temps été contactée et ne tarde pas à se présenter sur place. L'homme est appréhendé et conduit au poste de police. Il s'agit d'un résident du bloc d'appartements. Il se nomme Miguel Cortés Miranda et il a 39 ans. Ici, vous vous posez certainement des questions depuis tout à l'heure. Cassandra résidait au moins avec l'une de ses filles, Maria José. Mais qu'est-il arrivé à l'adolescente? Malheureusement, une rapide exploration de l'habitation permet de répondre à cette question. La jeune fille a trouvé la mort dans sa chambre, poignardée à de multiples reprises. Son corps baignait littéralement dans une mare de sang. Ici, on a peu d'éléments sur la vie de Maria José. L'adolescente de 17 ans était affectueusement surnommée Pépé par ses proches. Elle était décrite comme une jeune fille gentille et studieuse. La jeune fille est scolarisée au collège Bachil. Maria José était en train de faire ses devoirs à la maison lorsque son agresseur s'est introduit chez elle. Elle n'avait que cours l'après-midi ce jour-là. L'adolescente qui pensait pouvoir travailler en paix s'est vue arracher son innocence puis sa vie. Les policiers souhaitent découvrir qui est l'homme qui a été arrêté suite au crime. Le processus commence par une fouille de son appartement. Il n'a pas fallu énormément de temps pour découvrir qu'il vivait un étage au-dessus de ses victimes. Les agents sont loin de se douter de ce qu'ils vont y découvrir. Ils poussent la porte de l'appartement de Miguel et commencent à enquêter. Ils étaient là à fouiller tous les recoins. Les premières découvertes édifiantes ne tardent pas à se dévoiler au fur et à mesure de leurs recherches. Miguel dissimule des ossements humains au sein même de son logement. L'homme n'était visiblement pas à son coup d'essai en termes de meurtre. Les éléments retrouvés sont aussitôt transférés en institut afin d'être analysés. Il s'avère que les restes appartiennent à 7 personnes différentes, seulement des femmes. Je pense qu'à ce stade, il est temps que je vous présente le suspect et de savoir qui il était. Miguel Cortés Miranda voit le jour le 25 octobre 1984 à Mexico City. On ne sait pas grand-chose au sujet de son enfance et de sa famille. On sait qu'il a une sœur. L'homme indiquera plus tard que cette période de sa vie n'était pas très heureuse. Il assurera notamment que sa sœur et lui ont été victimes de violences. Miguel a une appétence pour les études. Il souhaite travailler dans le domaine scientifique. Le jeune homme étudie afin de pouvoir embrasser la profession de son choix, faire ce qu'il veut. Il s'inscrit à l'École nationale des sciences biologiques, d'où il sort diplômé. C'est ensuite à l'Institut Polytechnique National qu'il se dirige afin de parfaire son cursus académique. Il obtient son diplôme en 2009. Par la suite, Miguel se lance à la recherche d'un emploi. Plusieurs opportunités professionnelles s'ouvrent à lui, dans divers laboratoires de Mexico. Miguel n'a qu'à faire son choix. L'homme exerce en tant que chimiste bactériologique et parasitologue. Miguel apprécie se divertir, mais également apprendre au quotidien. L'homme est parfaitement conscient de ses capacités intellectuelles
dont il n'hésite pas à se vanter. Il tient à participer à un maximum d'activités en extérieur. Il apprécie notamment le cinéma et le théâtre. Le jeune homme s'intéresse notamment à divers sujets. Il se plaît à apprendre de nombreuses langues. L'homme a également une personnalité assez ouverte. Il se présente comme un militant de la cause animale. Il s'informe concernant le féminisme ou les droits LGBT. Cet intérêt multiple fait de lui quelqu'un d'apprécié. Miguel n'est cependant pas expressif le reste du temps. Et pour cause, l'individu dissimule sa véritable nature. Revenons brièvement sur les faits ayant conduit à l'arrestation de Miguel. Le 16 avril 2024, Miguel pénètre dans l'appartement de sa voisine du dessous. On ne sait pas s'il a surveillé les allées et venues du voisinage avant de quitter son domicile. Une chose est certaine, il avait une idée terrible derrière la tête. Comme vous le savez, Maria José est seule à la maison. Sa mère Cassandra est absente pour le moment. Miguel s'introduit dans la chambre de l'adolescente. Maria José a à peine le temps de réagir. L'intrus était prêt à agir. La jeune fille subit une agression avant d'être poignardée. D'autres sources renseignent que l'adolescente a été tuée suite à un étranglement. D'ailleurs, on ne sait pas si l'arme utilisée pour les crimes était en sa possession en entrant dans l'appartement ou non. Miguel se dit qu'il a peut-être le temps de rentrer chez lui, sans se faire remarquer. C'était sans compter le retour de Cassandra à son domicile. Elle ne se doutait pas de l'horreur qui s'était déroulée sous son propre toit. Elle va voir Miguel sortir normalement de la chambre de sa fille. Elle était là devant lui, elle le voit sortir. Imaginez juste la scène. Et à ce moment-là, l'homme est toujours en possession de son arme, un couteau ensanglanté. Cassandra ne comprend pas ce qui se passe et tu m'étonnes. Elle a à peine le temps de réagir que Miguel se jette sur elle. L'intrus est presque incontrôlable. Après s'en être pris à la fille, c'est vers la mère qu'il dirige sa colère. Il va poignarder Cassandra à l'aide de son couteau à 5 reprises. Tout en agissant, il hurle sur sa nouvelle victime. Cependant, il ne se rend pas compte que les gens sont attentifs quant au bruit de la résidence. Les hurlements n'échappent pas aux voisins. Ces derniers identifient assez vite l'appartement d'où proviennent les hurlements. Miguel est maintenu en attendant que les autorités l'arrêtent. Suite à son arrestation, l'homme est envoyé à la prison d'Ard Orient, le temps qu'une enquête soit ouverte. La seconde fille de Cassandra, Maria Fernanda, se présente à l'appartement suite à l'attaque de sa mère et de sa sœur. Elle découvre une vision d'horreur. Une énorme tache de sang s'est répandue sur le sol et sa mère est dans un état critique. Il n'y a malheureusement plus rien à faire pour Maria José, qui a succombé à l'agression de Miguel. Le profil du suspect interpelle. Faut savoir que Miguel est relativement intégré à la société. Personne ne comprend pourquoi lui, avec son profil, avait fait ça. Il avait un emploi stable, bien rémunéré, pas trop de soucis financiers. Il se montre à divers événements organisés autour de chez lui. Le trentenaire apprécie également voyager. Il partage quelques moments de ses escapades avec des photos sur les réseaux sociaux. Miguel apparaît comme un individu totalement normal. Mais des événements troublants entourent l'homme. Il s'avère qu'au cours de sa vie, il a été amené à côtoyer des femmes qui ont subitement disparu. Viviana Garrido est l'une de ces personnes. La jeune femme de 32 ans a disparu dans l'après-midi du 30 novembre 2018. Elle exerçait en tant qu'ingénieure biochimique industrielle. Les sources renseignent qu'elle aurait été une collègue de Miguel. La dernière fois qu'elle a été vue, la trentenaire se trouvait en présence d'une collègue vers 18h. Les deux femmes attendaient au niveau d'un arrêt de bus, devant la station Ernita du métro de la capitale. Alors que sa collègue prend le bus pour rentrer chez elle, Viviana prend habituellement le métro. Plusieurs heures vont passer avant que son mari ne se rende compte que quelque chose ne va pas. Viviana n'est pas rentrée comme d'habitude. Le mari s'inquiète, d'autant plus que Viviana ne répond à aucun message. Il fait appel à ses proches, puis au procureur du département des personnes disparues. Mais ça ne va pas être simple, l'enquête va être compliquée. La famille souhaite que le portable de Viviana soit géolocalisé, mais aucune procédure en ce sens ne sera lancée. La trentenaire n'est pas la seule personne identifiée comme disparue. Et puis la police n'aurait pas les fonds nécessaires apparemment. Donc pas de procédure en ce sens. La famille de Viviana s'organise afin de la retrouver. Les divers hôpitaux de la ville sont contactés, mais le profil de la disparue ne correspond à aucun patient hospitalisé récemment. C'est ensuite à proximité du métro que les recherches s'orientent. Les commerçants de proximité sont questionnés et les caméras de vidéosurveillance consultées. Les bandes vidéo ne se révèlent pas bien utiles. Les proches voulaient visionner aussi les vidéosurveillances du métro, mais apparemment elles ne fonctionnaient pas. En août 2019, la famille de Viviana fait appel à un organisme, IDEAS, afin de l'aider dans les recherches. La jeune femme a disparu depuis plusieurs mois maintenant,
et les choses n'avancent pas vraiment. Les proches de Viviana font une demande au bureau du procureur spécialisé sur plusieurs éléments. Les proches de la disparue souhaitent notamment obtenir le plan d'enquête. Cette requête sera refusée. Dans le cadre de la disparition de Viviana, il est même inexistant. Une procédure d'appel est lancée afin de contrer le refus. Le 17 août, un juge de contrôle du pouvoir judiciaire de Mexico donne raison à la famille de Garrido. La police en charge du dossier a une durée de 30 jours afin de présenter le plan d'enquête. En effet, l'agent de police en charge a l'obligation de produire un plan d'enquête afin de mener le dossier au mieux. Le 7 octobre, la procédure tant attendue est remise, de sorte que les proches de la trentenaire y aient accès. Mais là, c'est la douche froide. Le plan d'enquête est considéré non conforme à la situation. Le juge doit de nouveau intervenir le 20 novembre. Cette fois-ci, le magistrat demande à ce que les mesures demandées par la famille soient prises en compte. La famille Garrido se bat toujours pour obtenir justice. Le 20 décembre 2019, des proches de Viviana rencontrent même la procureure de Mexico, Ernestina Godoy. Ils s'estiment par la suite confiants de la suite donnée à l'enquête. La procureure s'étant engagée à mener à bien le dossier. Mais à ce jour, Viviana est toujours portée disparue. Elle aurait été retrouvée en vie, mais ses proches sont toujours en attente d'une confirmation. Bien que la disparition de Viviana remonte à 2018, Miguel aurait commis des crimes bien avant ça. L'enquête permet de tomber sur le nom d'Ameirani Roblero González. La jeune femme de 18 ans a disparu le 1er août 2012, du côté d'Iztapalapa, une autre division de la capitale. À l'époque de sa disparition, Ameirani vivait avec sa mère et plusieurs frères et sœurs. Elle venait tout juste d'entrer à l'université. Elle était passionnée d'athlétisme. Ici, j'imagine même pas la douleur de ses proches quand ils l'ont perdue. T'imagines, toi, tu vis une vie tranquille avec tes parents, tes frères et tes sœurs, et du jour au lendemain, t'as un proche qui disparaît. T'as aucune réponse à ça, mais tu sais qu'elle a disparu. Je ne souhaite absolument à personne de vivre ça. Ça doit être horrible. Le jour de sa disparition, Ameirani avait un programme assez chargé dans la matinée. Elle s'est rendue au cours d'introduction de sa nouvelle école. Par la suite, la jeune femme devait retourner dans son précédent établissement afin de récupérer des documents en lien avec son diplôme. Ameirani avait prévenu sa mère afin qu'elle ne s'inquiète pas. La journée se déroule normalement. Les frères et sœurs d'Ameirani rentrent à leur tour de rôle au domicile familial entre 16h et 18h. Vers 20h, c'est la mère de famille qui passe le pas de la porte suite à sa journée de travail. Elle apprend de la bouche de ses enfants présents qu'Ameirani n'est pas encore rentrée. Les messages et les appels sur le portable de la jeune fille ne donnent rien. La famille décide alors de se lancer à sa recherche. Ses proches découvrent qu'Ameirani n'est pas allé récupérer ses documents dans son ancienne école. Un signalement est fait par la suite auprès des autorités. L'enquête concernant sa disparition a rencontré plusieurs dysfonctionnements. À l'instar de la famille Garrido, les données téléphoniques du portable d'Ameirani n'ont jamais pu être fournies à la famille. L'âge de la victime n'est pas bien renseigné dans les divers documents des autorités. Dans ceux du bureau du procureur local, Ameirani est présentée comme une femme de 32 ans. Pour le bureau fédéral, la jeune fille avait 21 ans. La disparition d'Ameirani a rapidement été attribuée à une fugue avec un prétendu fiancé. Quelques années seulement après la disparition d'Ameirani, une autre femme disparaît subitement. Elle se nomme Frida Lima Rivera. Les sources divergent quant à son âge. Frida a soit 22 ans au moment des faits ou 32 ans selon les articles. La jeune femme était originaire de Morelos, à 130 km de la capitale. Frida avait déménagé à Mexico City afin de poursuivre ses études. Elle s'était inscrite à l'Institut Polytechnique National dans la filière d'administration industrielle. À distance de sa famille, la jeune femme maintient le contact. Du jour au lendemain, Frida cesse d'envoyer ou de répondre aux messages de ses proches. On estime qu'elle a disparu le 7 février 2015 à Iztacalco. Miguel résidait déjà dans ce secteur, à environ 4 km du dernier lieu où Frida a été vue. L'enquête afin de retrouver les identités des victimes de Miguel n'est qu'à ses débuts quand une nouvelle va tomber. Le 13 avril 2025, soit un an après son arrestation, Miguel est retrouvé inanimé sur le sol de sa cellule. Le détenu est conduit immédiatement dans un hôpital. Mais entre-temps, avant qu'il ne soit retrouvé, l'état de l'homme s'est aggravé. Miguel va décéder dans l'établissement à l'âge de 40 ans. Le décès du criminel est attribué à 2 facteurs. Un arrêt cardiaque suite à une surdose de médicaments complété par une blessure à la tête. Miguel est tombé de son lit superposé. Les autorités ouvrent une enquête afin de s'assurer que la mort du détenu n'est pas un meurtre. Au moment de sa mort, une enquête était encore en cours concernant Miguel.
Il devait comparaître au tribunal suite à une prise de contact avec les proches de ses victimes. La procédure est annulée suite au décès du principal concerné. Miguel aura choqué le pays et il sera comparé comme le Jeffrey Dahmer mexicain. Si le profil des victimes des deux tueurs en série n'ont rien à voir, on retrouve les mêmes méthodes. En effet, les deux hommes ont conservé des restes de leurs victimes chez eux, suite à leurs crimes. Il a été prouvé que l'homme était responsable des meurtres d'Amairani, Frida et Maria José Calles. On suppose que Miguel a pu être à l'origine de nombreux autres meurtres, dont celui de Viviana Garrido. Miguel est également soupçonné d'avoir tué une ex-petite amie, nommée Claudia Andrea. La mort de la femme de 36 ans avait été classée à l'époque comme mort naturelle. La mort prématurée de Miguel a empêché la tenue d'un procès et donc d'une condamnation officielle. Miguel n'aura jamais exprimé de remords concernant ses crimes. On se retrouve pour la fin de cette terrible affaire. Ça faisait longtemps que je vous avais pas présenté un tueur en série de la sorte. Et autant vous dire que ça fait peur. Ce qui me rend parano avec ce genre d'affaires, c'est que je me dis qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'il doit y avoir des personnes qui ont tué des gens et qui se cachent parmi nous. Vous allez peut-être me trouver dingue en disant ça, mais c'est clairement possible. Qui te dit que ton putain de voisin, le Marco là que tu vois tous les matins, ou Margaret, ou Caroline, ou Hamid, ou qui tu veux, qui te dit que ce mec-là, ou cette personne-là, n'a pas tué des gens? Personne, tu peux pas savoir. Et ce Miguel, il avait fait des études, il avait pas un profil, tu te dis que c'est un tueur, etc. Et pourtant, il a commis des horreurs. Moi, je vous le dis, et c'est un petit conseil, méfiez-vous. L'humain est capable du pire, et il se cache forcément des individus malsains, tout proches de nous. Restez sur vos gardes, et j'attends vos avis concernant cette affaire dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos réactions et ce que vous en avez pensé. Maintenant, sans plus attendre, on passe à notre deuxième affaire. Let's begin. Notre histoire nous emmène directement en Thaïlande, sur l'île de Koh Phangan. Nous sommes à 50 km des côtes thaïlandaises. L'endroit est très prisé par les touristes pour ses nombreuses plages. 1 million de touristes a pu s'y rendre chaque année. On peut s'y retrouver notamment pour la Full Moon Party. Cette fête qui existe depuis 1983. Elle se déroule le soir de la pleine lune chaque mois. Les amateurs de musique, que ce soit d'électronique ou de reggae, peuvent ainsi s'y retrouver. On dénombre de 5 000 à 30 000 personnes lors de chaque événement. J'avoue que dit comme ça, la Thaïlande ça fait rêver. Les plages, la fête, ça donne envie. Mais on n'est pas là pour s'amuser aujourd'hui. Et justement ce qui va suivre est très choquant comme je le disais en intro. Donc je tenais à vous informer pour les plus sensibles, on va faire face à des éléments plutôt troublants. Le 3 août 2023, les employés d'une décharge s'activent à leur tâche. Ils font de leur mieux pour faire la séparation des déchets. Ils s'emparent des divers sacs qui ont été jetés précédemment. Cependant, cette journée est loin de ressembler aux autres. Parmi les sacs d'ordures, l'un d'eux se distingue par son poids, mais surtout par son contenu. Des membres humains sont retrouvés. Et pas n'importe lesquels. On parle ici d'un bassin ainsi que d'intestins humains. Nous sommes manifestement sur un cas criminel. Les autorités de l'île sont immédiatement prévenues. Une enquête débute suite à la découverte des membres humains. Des fouilles sont mises en place à la déchetterie dans le but de trouver d'autres indices. Un autre sac poubelle révèle la présence de vêtements qui pourraient appartenir à la victime. En parallèle de cette étrange découverte, un jeune touriste se présente à la police. Il se nomme Daniel Sancho Branchalo. Et il semble très préoccupé. L'homme est arrivé sur l'île il y a quelques jours. Un ami du nom de Edwin Arrieta Artega devait le rejoindre la veille. Cependant, il n'a aucune nouvelle de lui depuis la veille au soir. Les autorités prennent au sérieux la disparition du touriste. Les cas de disparition sont assez peu répandus à Koh Phangan. Une enquête est immédiatement ouverte. Daniel donne des renseignements aux autorités afin de faciliter leur travail. Les enquêteurs se rendent à l'hôtel, accueillant les deux amis pour les premières recherches. Dans un premier temps, ils apprennent que le logement a été loué par Edwin et non par Daniel. La fouille de l'endroit permet de révéler que les lieux ont fait l'objet d'un nettoyage. Le réfrigérateur, la salle de bain ainsi que l'évier de la cuisine sont impeccables. Les enquêteurs ne s'arrêtent pas à ces détails. La police scientifique a été appelée en renfort. Le siphon de la douche dévoile des secrets. Outre des cheveux, des traces de sang, des tissus ainsi que de la graisse humaine sont décelées. Des preuves sont récoltées pour analyse. Les enquêteurs mettent également la main sur une somme d'argent importante, 80 000 $ en espèces.
Cet argent n'appartiendrait pas à Daniel, mais à son ami disparu. Le 4 août, c'est une femme qui contacte la police. Elle a également trouvé un sac contenant des membres humains. Il s'agit désormais d'une jambe sans le pied, une cuisse et un mollet. Et ici, nous sommes visiblement sur la même victime. À ce stade, la police trouve cette histoire de disparition de plus en plus intrigante. Les enquêteurs se demandent si Daniel n'en sait pas davantage qu'il le prétend. L'homme est de nouveau approché, cette fois-ci pour une procédure un peu plus poussée. Daniel se retrouve à la disposition de la police. Plusieurs interrogatoires s'enchaînent. À force de lui poser des questions, le jeune homme craque et change de discours. En réalité, Edwin n'a pas disparu. Il est décédé le jour même de son arrivée sur l'île thaïlandaise. Ici, je vais vous présenter plus en détail les protagonistes de notre histoire. Comme ça, on va essayer de comprendre un peu plus de qui il s'agissait. Daniel Sancho Brancalo est né le 11 juin 1994. Il est le fils de Silvia Brancalo et de Rodolfo Sancho Aguirre. Le couple s'est connu assez jeune. Silvia et Rodolfo participaient tous les deux à des cours de théâtre. Lors de la naissance de Daniel, ils sont âgés respectivement de 18 et 19 ans. Daniel est issu d'un milieu privilégié. Sa famille est composée de nombreux comédiens, dont ses propres parents. Il est le petit-fils de l'acteur Sancho Gracia. Ce dernier a exercé la profession pendant 50 ans. Il a été nommé au prix Goya du meilleur acteur en 2002, l'équivalent d'un Oscar ou d'un César. Les parents de Daniel mènent chacun leur carrière. Rodolfo travaille beaucoup afin d'offrir le meilleur pour son fils. Il devient un visage connu du petit écran, participant à de nombreuses séries. Quant à Silvia, elle a une carrière un peu plus brève dans le milieu. Mais la vie de Daniel connaît un bouleversement alors que le garçon est âgé de seulement 10 ans. Ses parents décident de se séparer. Ils restent en assez bons termes d'après ce que j'ai pu lire, de bons amis. Rodolfo se met en couple avec une actrice, Xenia Tostado, l'année suivante. Daniel décide de vivre avec son père et sa belle-mère. Une demi-sœur du nom de Jimena vient au monde en 2015. Daniel est alors âgé de 21 ans. Après la séparation avec Rodolfo, Silvia se montre un peu plus discrète. Elle se détourne du milieu artistique et change complètement de profession. Elle devient gestionnaire en patrimoine et en assurance. Donc rien à voir. Quant à Daniel, il vit assez peu sous les feux des projecteurs, faisant de rares apparitions publiques avec ses parents. Ces derniers le préservent, au point où les médias ne connaissent même pas son prénom. Le jeune homme est scolarisé dans les meilleures écoles privées de Madrid. Le jeune homme a de belles ambitions concernant son parcours professionnel. Il a beau avoir évolué dans un cercle artistique, mais il ne souhaite pas continuer dans cette voie. Il avait d'autres projets en tête, d'autres ambitions. Daniel a de nombreuses passions, que ce soit dans le sport ou même dans la cuisine. Il pratique le tennis et envisage d'en faire une carrière professionnelle. Mais malheureusement pour lui, ça n'aboutira pas. Il continue de jouer au tennis et s'intéresse également au Muay Thai, un art martial thaïlandais. Daniel entreprend alors des études dans le but de devenir chef cuisinier. Il se retrouve recruté dans un restaurant nommé La Bohème, où il fait ses armes. Certains articles renseignent même que l'endroit lui appartient. En parallèle, le jeune chef aurait lui-même décidé d'ouvrir son propre restaurant, nommé Boogie Burger. L'établissement se situe dans le quartier de Malassana de Madrid. La diversité de la carte, ainsi que ses possibilités de livraison, font rapidement la renommée du restaurant. Les projets ne manquent pas concernant le domaine de la cuisine. Comme je le disais, c'était un homme très ambitieux. Et Daniel souhaitait diffuser sa passion au plus grand nombre. Il ouvre sa chaîne YouTube le 20 mai 2022, intitulée Puro Disfrute. Et je vous vois venir, bande de fourbes, ne jugez pas mon accent espagnol, je fais des efforts, bon sang. Puro Disfrute. Je pense que ça se dit comme ça. Ouais. Donc comme je le disais, il partage quelques vidéos entre le 27 mai et le 22 novembre de la même année. Ce sont des recettes durant lesquelles il donne quelques conseils, notamment sur le maniement des couteaux. Le jeune homme est également présent sur Instagram où il montre des morceaux de sa vie. En parallèle de la cuisine, il parle de son quotidien hors du commun. Il apprécie passer du temps avec de bons amis et manger dans des endroits huppés. Et Daniel voyage beaucoup dans divers coins du monde. Le jeune homme a cependant une préférence pour les lieux exotiques. Il se rend à Ibiza pour faire la fête et à la Riviera Maya au Mexique ainsi qu'au Pérou. Il va également une première fois en Thaïlande. Pour ce qui est de sa vie privée, le jeune homme n'est plus un cœur à prendre depuis longtemps. Il est en couple avec une femme qu'on connaît sous le nom de Paula. La jeune femme a 2 ans de moins que lui et elle est designer. Elle apprécie le ski alpin et le sport en général. Le couple s'était formé 5 ans auparavant.
Ici, on va se tourner brièvement sur la victime avant de parler de leur rencontre. Edwin Arteaga est un homme colombien de 44 ans au moment de notre récit. Il est originaire de Santa Cruz de Lorica, dans le nord de la Colombie. Edwin a une sœur aînée qui s'appelle Darlene. Les deux enfants sont élevés dans la foi catholique, une religion qui était très importante dans leur foyer. Edwin a très tôt deux motivations, devenir médecin et voyager à travers le monde. Le jeune homme suit de brillantes études de médecine. Il se dirige en Argentine pour se spécialiser en chirurgie plastique. Officiellement devenu chirurgien, le praticien ne tarde pas à rencontrer le succès. L'homme réalise des opérations importantes, comme des liposculptures et des abdominoplasties. Il fait également de la reconstruction. On parle ici d'opérations qui coûtent plus de 5000 $. Ouais, ça paye chirurgien, je vais peut-être changer de métier moi, dites donc. 5000 $ par opération. Waouh! Non, en vrai, c'est de la folie. C'est un métier qui paye énormément, faut se le dire. Mais bon, je préfère vous raconter des histoires, parce que vu ce qui lui est arrivé, ça fait peur. Ouais, comme on dit, t'as beau avoir tout l'argent du monde, l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Ouais. Edwin partage son année d'exercice entre la Colombie et le Chili. Il est membre de la Société colombienne de chirurgie plastique, esthétique et reconstructive. L'organisme est connu sous le sigle SCCP. En dehors de son métier, l'homme est très porté famille. Edwin est décrit comme une personne sociable, amicale et très respectueuse. Il est de ces personnes dont on a du mal à leur donner des défauts. C'était une très belle personne, le cœur sur la main. Comme il est régulièrement en déplacement, il met en place une routine afin de maintenir le lien. Il est en communication constante avec sa famille. Outre ses déplacements professionnels vers le Chili, Edwin aime voyager vers d'autres continents. Edwin se rend en Espagne à 5 reprises en moins d'1 an. Le chirurgien apprécie le pays et il exprime d'ailleurs son souhait de s'y établir. Il se renseigne sur les procédures à suivre pour ouvrir son entreprise à Madrid. Et en parallèle, Edwin a de nombreuses passions. Il joue régulièrement au polo et c'est un homme qui est très attaché à la religion. Il récite chaque jour à 15 h le chapelet de la miséricorde divine. Cet horaire n'est pas choisi au hasard. Il respecte ainsi l'heure à laquelle Jésus est décédé sur la croix. On parle ici d'une pratique que je ne connaissais pas particulièrement. C'est une prière que je qualifierais d'universelle. Le croyant doit réciter plusieurs paragraphes à plusieurs reprises. Et pour les plus curieux, je vous invite à creuser le sujet. Pour ma part, je vous en parle juste en surface. Je trouve que c'est toujours intéressant d'en savoir un peu plus sur les pratiques de nos prochains. Donc pourquoi pas creuser un peu plus le sujet. Enfin bref, Daniel et Edwin se rencontrent par le biais des réseaux sociaux en 2022. Ils commencent à discuter par messagerie sur Instagram. Daniel et Edwin ont une passion commune pour la gastronomie ainsi que les voyages. Les deux hommes échangent longuement sur Internet. Ça fait peur d'être tombé sur une histoire où les gens aiment la bouffe, à ce point-là. Parce que moi, je vous jure, je suis un amoureux de la bouffe. Et vous pouvez le voir sur Instagram, que je vous donne ici, Mogota-sama. D'ailleurs, vous pouvez suivre mes petites bêtises. Ça fait peur de se dire qu'on aurait pu tous tomber sur ce genre de personnes. Et à délirer sur de la bouffe, à aimer les choses en commun, etc. Ça part de ça et ça finit d'une façon tragique. Ça fait peur. Donc comme je le disais en début de vidéo, toujours se méfier des rencontres sur Internet. La première rencontre est organisée à Madrid au mois de janvier 2023. Les deux hommes se retrouvent dans le restaurant aux spécialités japonaises Umiko. L'entente n'est pas seulement virtuelle, mais réelle. Daniel et Edwin promettent de se revoir. Et c'est chose faite le mois suivant. Ils se rejoignent dans un centre équestre de la Granja, dans la région espagnole de Ségovie. Ils dorment ensemble la nuit même, dans un hôtel tout proche. À la fin du mois de juillet, Daniel invite Edwin à Ibiza. Il était là-bas en train de faire la fête avec des amis. Le trentenaire n'a rien révélé sur la nature de la relation avec Edwin. Le jeune homme semble alors cacher à sa compagne sa double vie. Daniel et Edwin se rejoignent plusieurs fois lors de voyages. Les investigations dirigent la police vers l'hôtel dans lequel Edwin et Daniel ont séjourné. Les deux hommes ne sont pas arrivés le même jour à Koh Phangan. Daniel a débarqué sur l'île le 31 juillet, tandis que Edwin l'a rejoint le 2 août. Le chef cuisinier est venu récupérer son amant à l'embarcadère à 15 h. Il se trouve alors à moto. Des images des deux hommes ont été capturées sur le reste de la journée. Ils auraient fait ensemble le tour de l'île avant d'aller dîner. Daniel raconte sa version des faits aux enquêteurs. Il n'a jamais voulu la mort d'Edwin. Elle est survenue de manière accidentelle, suite à une bagarre. Edwin aurait tenté d'avoir une relation intime avec lui.
ce que Daniel n'aurait pas voulu. Il se serait défendu, ne le laissant pas faire. Daniel aurait frappé à plusieurs reprises Edwin, jusqu'à un coup mortel à la tête. Le chirurgien serait alors tombé en arrière et sa tête aurait cogné la baignoire de la salle de bain. Edwin a immédiatement perdu conscience. L'homme est mort quelques instants après. Daniel s'est retrouvé dans une situation très particulière ensuite. Il devait trouver le moyen de se débarrasser du corps sans se faire repérer. La solution qu'il a trouvée était de démembrer Edwin. Mais quand il avait cette idée en tête, il n'avait pas spécialement le matériel pour agir. Ici, le parcours de Daniel est retracé hors de l'hôtel. Il a été capturé par la vidéosurveillance du supermarché Big C de Fungan. Le jeune homme réalise des achats très particuliers pour un touriste. Il s'est muni d'un couteau, de gants en caoutchouc, de produits de nettoyage ainsi que de sacs poubelles. De retour à l'hôtel, il est temps d'opérer. L'homme use de ses compétences de chef cuisinier afin de découper le corps de sa victime. Il procède dans la salle de bain, là où Edwin s'est effondré. Il répartit l'ensemble des restes humains dans les sacs qu'il vient d'acheter. Après avoir placé les sacs au réfrigérateur, une autre étape l'attend. Daniel s'occupe du nettoyage de sa location, ce qui prend 3 heures au total. Il se rapproche de locaux un peu plus tard dans la journée. Ce dernier possède un kayak et il souhaite l'utiliser. Les propriétaires de l'embarcation refusent de louer leurs biens aux touristes, mais Daniel insiste. Ce n'est pas qu'une simple location qu'il propose, il veut l'acheter. Et il veut acheter le kayak pour une somme de 1000 $, ce que les propriétaires vont accepter. La conduite du jeune homme à l'issue de cette journée trouble davantage. Daniel ne reste pas dans son logement à se morfondre. Il participe à la full moon party avec 2 femmes comme si de rien n'était. Ce n'est que quelques heures plus tard qu'il se rend au poste de police pour signaler la disparition d'Edwin. Cette décision n'a pas été prise de lui-même. Daniel a été contacté à plusieurs reprises par la sœur d'Edwin, ainsi qu'un ami par les réseaux sociaux. Le chirurgien n'avait pas pour habitude de disparaître. Il était constamment en lien avec ses proches. Daniel découpera le corps d'Edwin en 14 morceaux. Il les dispose dans plusieurs sacs en plastique. Ceux-ci sont abandonnés dans au moins 7 sites distincts de Koh Phangan. Daniel ne se contente pas de déposer ses sacs sur terre. Certains d'entre eux sont abandonnés dans la mer. Le jeune homme donne la localisation des derniers remplacements. Le 6 août, le torse et la tête d'Edwin sont retrouvés dans une valise jetée en mer. Les autorités ne sont pas tout à fait convaincues par le récit de l'accusé. Si Daniel prétend que le décès d'Edwin était accidentel, la police penche plutôt sur un assassinat. La relation entre les 2 hommes était bien plus complexe que présentée en premier lieu. Même si Daniel et Edwin ne se voient pas régulièrement, leurs liens sont intenses. Mais tout n'était pas rose. Edwin avait apparemment l'intention de révéler la relation des 2 hommes. L'accusé se serait retrouvé dans une impasse. Il avait peur que cette révélation soit un déshonneur pour ses proches. Il aurait alors songé à tuer son amant pour que personne ne sache. Donc lui, la seule solution qu'il a trouvée pour pas se faire déshonorer entre guillemets, c'est de tuer son amant. Alors je sais pas comment il a réfléchi, quel démon il avait en lui, mais c'était du n'importe quoi. Pourquoi aller dans l'extrême, bon sang? Ça valait mieux que ça se sache et que je sais pas, tu passes à autre chose tout simplement. Dit comme ça, j'avoue c'est facile, mais tu vas pas t'en prendre à quelqu'un pour effacer tout ça. Ça n'a aucun sens. Je vous jure qu'il y a des gens sur cette terre, je ne sais pas comment ils réfléchissent. C'est complètement lunaire d'agir de cette manière. Il a détruit sa vie pour une question d'honneur ou je ne sais quoi. L'attention autour du suspect est décuplée. Daniel est présenté comme étant dans un état de grande nervosité. Il a fait part à ses proches, lors de conversations téléphoniques, de son profond mal-être. Le jeune homme est placé sous étroite surveillance, par crainte qu'il attente à ses jours. Une reconstitution est organisée rapidement suite aux faits. Les policiers sont accompagnés de l'accusé ainsi que d'une traductrice pour faciliter les échanges. Daniel est visiblement accablé de revenir sur les lieux du crime. Il détourne la tête de la caméra. Il dissimule son regard derrière ses lunettes de soleil. L'homme s'installe à la table de la cuisine et se prend la tête dans ses mains. Il n'a pas envie de réexpliquer une énième fois les événements passés. L'accusé reproduit malgré tout chacun des gestes effectués. Malgré toutes les preuves accablantes à son encontre, l'accusé plaide non coupable. Daniel refuse d'admettre avoir entretenu une relation amoureuse avec la victime. De son point de vue, la relation était davantage celle d'un dominant et d'un dominé. Il assure avoir été l'otage du chirurgien, avoir vécu comme un prisonnier dans une cage de verre. La relation qu'il entretenait avec Edwin a d'ailleurs causé la fin de son couple avec sa petite amie. L'affaire fera beaucoup de bruit en Espagne, pays d'origine de l'accusé. Entre le mystère des faits et la filiation de Daniel,
Tout est intriguant. Les journalistes n'hésitent pas à se rendre à Koh Phangan pour suivre les investigations. Les paparazzi affluent également, compte tenu des fréquents allers-retours de Rodolfo Sancho pour voir son fils. La presse use de nombreux stratagèmes pour entrer en contact avec le suspect. Tout est bon pour interviewer le détenu, comme pour se faire passer pour un proche ou en tentant de soudoyer la police. Sylvia Brancalo se rend en Thaïlande pour rendre visite à son fils dès le 17 août. Rodolfo Sancho demeure dans les premiers temps en Espagne pour préparer la ligne de défense de son fils. En Espagne, des amis et connaissances de Daniel sont interrogés. Les avis au sujet de l'accusé sont divisés. Certains n'imaginaient pas que Daniel aurait pu commettre un tel acte. « Je ne le vois pas faire une chose pareille. Daniel est un homme de bonté. » C'est ce que va dire l'un de ses amis. Mais ce n'est pas la pensée de tout le monde. Écoutez, il était narcissique et arrogant, et on pouvait voir qu'il faisait ce qu'il voulait, et que selon lui, il n'aurait aucune conséquence. C'est ce que va dire une ancienne connaissance d'école. Donc les avis sont très mitigés, comme je le disais. Le passeport de la victime n'a pas été retrouvé. On soupçonne Daniel de l'avoir détruit avant que les autorités ne tombent dessus. Malgré le fait qu'il plaide non coupable, Daniel se retrouve condamné à une peine de 2 ans de prison. Le procès s'ouvre en Thaïlande dans le cadre de l'affaire 1 an après les faits. L'accusé est resté incarcéré dans le pays jusqu'à l'ouverture de la procédure. Il est défendu par plusieurs avocats, visiblement choisis par son père. Il s'agit des maîtres Marcos et Carmen. Cette dernière est spécialisée dans les médias. C'est elle qui fait office de porte-parole pour Daniel et sa famille dans les premiers temps de l'affaire. L'accusation traite le meurtre comme étant un assassinat. L'accusé a certes avoué son crime auprès des autorités, mais il a révélé l'avoir planifié. Selon les arguments qu'il avance, Daniel n'était pas prêt à assumer sa relation avec un homme. Edwin était au courant de tout ça, et il aurait menacé le vidéaste de tout révéler au grand jour. Le jeune Daniel n'était pas prêt à assumer une telle situation. Une autre version de l'histoire a pourtant circulé. Edwin aurait eu l'intention de mettre un terme à sa relation avec Daniel. En effet, il était sur le point d'épouser une femme. Le chirurgien ne souhaitait pas s'engager dans le même engrenage que Daniel avec sa petite amie. La défense de l'accusé n'a pas changé depuis les aveux de Daniel. La mort d'Edwin est le résultat d'une dispute suivie d'une chute, donc le résultat d'un accident. Les avocats de l'accusé assurent que l'accusation a déformé les déclarations faites par Daniel auprès de la police. Vers la fin des audiences, Daniel s'exprime face au tribunal. L'homme fait état de ses regrets et s'excuse auprès des proches d'Edwin. « Je suis désolé qu'une vie ait été perdue et que les parents aient perdu un fils. Je suis désolé que sa famille n'ait pas pu l'enterrer correctement. Je suis désolé pour ce que j'ai fait après sa mort. » Le 27 août 2024, Daniel Sancho Brancalo est reconnu coupable pour les multiples motifs à son encontre. On parle de meurtre avec préméditation, dissimulation de cadavres et destruction de biens. L'accusé a dans un premier temps été condamné à mort par la cour de Koh Samui. Cependant, avec sa coopération avec les forces de l'ordre, sa peine a changé. Daniel se retrouve condamné à la prison à vie et il doit verser un dédommagement à la famille de la victime. On parle ici de 4,2 millions de bahts, monnaie thaïlandaise représentant 125 000 $. L'homme condamné a également dû faire un versement de 30 millions de bahts aux avocats de la partie civile. Nous sommes donc sur une valeur de 882 000 $ après conversion. La partie civile est satisfaite. L'avocat Boussacorn fait des déclarations auprès de la presse. La famille de la victime estime avoir obtenu justice. Concernant la défense, les avocats de Daniel projettent de faire appel du verdict. Malgré le verdict accablant de Daniel, il peut compter sur le soutien de ses proches. Ses parents se sont déplacés jusqu'en Thaïlande pour assister au procès. Son père Rodolfo se présente aux journalistes et expose son avis avec des termes forts. Il a assuré qu'il continuerait de se battre auprès de son fils. Ici, j'ai une question à vous poser. Vous pensez quoi du père qui va défendre son fils coûte que coûte, sachant tout ce qu'il a fait? Si vous étiez à la place de ce père, est-ce que vous feriez tout autant? Vous savez que votre fils a potentiellement assassiné une personne, il l'a décapité, est-ce que vous allez le défendre? C'est une question qui m'intrigue parce qu'il a quand même tué quelqu'un, décapité une personne, découpé en morceaux, puis réparti dans tout le pays. Après ça, sérieux, comment tu peux défendre ton propre fils? T'as en face de toi un petit monstre, vous feriez quoi à la place du père, sérieux? J'attends vos réponses. Mais concernant sa mère Sylvia, elle se révèle bien plus discrète. Mais malgré ce combat commun, des tensions sont nées au sein de l'ancien couple. Les deux ne sont apparus qu'une seule fois ensemble en Thaïlande en novembre 2023. Ils devaient se rencontrer dans le cadre de la procédure judiciaire pour Daniel. Cependant, les choses ne se déroulent pas comme prévu
et des mots terribles sont échangés. Il semblerait que les relations entre les ex-conjoints se soient détériorées au fil du temps. Rodolfo aurait accusé son ex-compagne d'être à l'origine des traumatismes de son fils. Sylvia se voit injuriée, décrite comme une personne bipolaire, voire folle. Cette dernière porte plainte en février 2024 pour allégations et injures. Rodolfo nie avoir fait de telles déclarations. La ligne de défense est également un sujet de discorde entre les parents de Daniel. Sylvia s'estimait favorable à l'embauche d'un avocat thaïlandais. La mère du détenu reste en retrait quand Rodolfo se trouve en Thaïlande en même temps qu'elle. Daniel aurait été décrit plus détendu, en présence de son père que de sa mère. Daniel Sancho est aujourd'hui incarcéré en Thaïlande. L'homme pourra faire une demande de rapatriement d'ici les prochaines années, afin de poursuivre sa peine en Espagne. C'est ce que préconise le traité convenu entre les deux pays. Daniel n'est pas le seul citoyen espagnol condamné à la perpétuité en Thaïlande. Arthur Segarra également a été reconnu coupable de meurtre en 2016. L'ex-petite amie de Daniel est restée relativement discrète concernant l'affaire. Elle n'a jamais voulu nuire à Daniel lors de la procédure judiciaire. Cependant, les photos disponibles du couple sur son compte Instagram ont depuis été retirées. Daniel avait lui-même eu des mots pour elle malgré le meurtre commis. Il avait fait une déclaration peu avant que l'affaire ne soit révélée dans la presse. Elle ne m'attendra pas et ne doit pas m'attendre. Qu'elle soit heureuse et qu'elle mène sa vie. L'affaire criminelle a fait l'objet d'une série documentaire sur la plateforme HBO Max. Les épisodes reviennent progressivement sur les événements avant et après le crime. Les proches de Sancho ainsi que les proches d'Edwin y apportent leurs témoignages. Suite au verdict, la chaîne de télévision envisage la diffusion de nouveaux épisodes. La famille de la victime s'est peu exprimée suite au crime, ni suite au procès. Elle était en tout cas contre la peine de mort. Maître Juango Opsina, avocat de la partie civile, assure que la volonté des Arrieta était de faire réfléchir Daniel. La famille de la victime ne croyait pas que la peine de mort était une solution. Dieu seul donne et enlève la vie. C'est ce que dira un proche de la victime. Eh bien, on se retrouve enfin pour la conclusion de notre affaire. Et comme vous venez de le voir, cette histoire est particulièrement choquante. Une rencontre qui va totalement dégénérer. Cette affaire, je la trouve à la fois horrible et très mystérieuse. Ça me paraît fou quand on y réfléchit qu'une personne puisse faire ça, juste pour un soi-disant honneur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais cette affaire semble cacher certains mystères. J'ai l'impression qu'il y a des zones d'ombre qui n'ont jamais été découvertes. Enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez, ça me rend curieux. Daniel Sancho était un homme que personne ne destinait à causer la mort. Fils d'acteur, il a voulu suivre lui-même sa voie en devenant chef cuisinier. Le projet est une réussite pour l'homme qui prend part à la création de 2 restaurants. Il voyage avec de nombreux amis ainsi qu'une petite amie depuis de nombreuses années. Cependant, l'année 2023 vient chambouler son quotidien. Il rencontre Edwin, l'homme dont il fait la connaissance sur internet quelques mois plus tôt. On ne sait pas si c'est le coup de foudre, mais il se passe effectivement quelque chose. Les 2 hommes se lancent dans une relation discrète. Ils se retrouvent à plusieurs reprises avant qu'un projet de voyage en Thaïlande voie le jour. Daniel s'envole le premier pour l'île de Koh Phangan le 31 juillet. Edwin le rejoint 2 jours plus tard. Les retrouvailles se font à merveille. Ils réalisent un tour de l'île à moto avant de dîner ensemble dans un restaurant le soir. Mais plus tard dans la soirée, le pire arrive. Daniel aurait tué son amant suite à une dispute agressive. Au lieu de prévenir les autorités, l'homme se débarrasse du corps de sa victime après l'avoir mutilé. Edwin était proche de sa famille et ses proches se rendent compte que son silence n'était pas normal. Acculé, Daniel n'a d'autre choix que de se présenter à la police pour signaler sa disparition. Les enquêteurs avaient déjà mis la main sur des sacs qu'il avait auparavant abandonnés. Le chef cuisinier passe de touriste à suspect numéro 1. Il avoue avoir tué Edwin, mais on est loin du meurtre prémédité, selon son récit. Malheureusement pour la famille de la victime, nous ne savons pas quelle est la vérité sur cette histoire. Tous les scénarios semblent plausibles, entre l'accident et l'assassinat. Le motif est également incertain. On parle d'une relation abusive, de jalousie, de possession. Ici, je tiens à présenter mes condoléances aux proches d'Edwin Arrieta Arteaga. L'homme pensait retrouver son amant pour quelques jours de vacances. C'est finalement le jour de son arrivée qu'il va mourir. Son corps a été démembré et jeté aux 4 coins d'une île paradisiaque avant d'être retrouvé par hasard. Même si la justice a été faite, ça ne ramènera jamais ce chirurgien brillant auprès des siens. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et j'aimerais avoir vos avis concernant cette affaire dans les commentaires. En plus d'être mystérieuse comme je le disais, elle est particulièrement horrible. J'aimerais avoir vos avis si vous avez des hypothèses concernant cette histoire.
Sur ce, c'est la fin de cette histoire. Et en passant, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram Mogotasama pour avoir plus de bêtises de votre Mogo. Là-bas, je pourrais vous partager plein de choses. Donc venez nombreux et posez-moi toutes les questions que vous voulez. Sur ce, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et vos proches. C'était Mogota.